appeler Vanna. Bonjour Vanna. Bonjour Lydia, bonjour à vous. Comment ça va? Ravie d'être là. Ben écoute, sincèrement, je me sens comme une petite fille qui voit arriver le Père Noël. C'est le 25 décembre aujourd'hui pour moi. Oh, c'est merveilleux ça. Bon alors dis Oui, donc, explique peut-être un peu. j'étais dans l'attente, hein, j'étais patiente, j'étais très sage, Tu été très d'accord. patiente, Je hein. suis restée dans les coulisses. J'ai préparé avec beaucoup de joie et d'amour mon intervention. Et là, je veux de feux d'artifice. Et je le dis en ta présence, à notre public, que je serais très, très malheureuse de sortir de cette intervention sans avoir la joie d'un échange. Ça reste à l'écrit, ça reste derrière les écrans, mais il faut le dire, hein, je préfère les dialogues aux monologues. Oh, mais oui. Alors tu en as déjà deux là qui sont là et qui se sont identifiés et Amélie a dit je suis super à l'écoute. Donc Cool. voilà. Donc du coup elle a les oreilles grandes ouvertes. Donc voilà, c'est super. Alors, je vous dis tout de suite, vu que Lydia est au courant, j'ai essayé de bloquer mon PC portable, mais quand vous verrez mes mains là, c'est parce que ça glisse. Donc, je serai dans l'obligation de le garder, mais ça va. Ma bouche peut marcher quand même, n'est-ce pas? Pas de souci, no problème. Rachel qui dit très heureuse et excitée. Tu vois? Wow. Ça va Ça, arriver, c'est ça va mon arriver. Tu état vois. d'âme. Parce que C'est vous savez, génial. c'est grâce à ça que je me nourris. Hein. Je ne suis pas là pour donner. Non, non. En effet, je suis là pour prendre. J'ai besoin de cette énergie, sinon ça ne marche pas. Je carbure vraiment pas. Alors Vanna, je te présente et puis après je te laisse le libre champ. Donc Vanna, pendant plus de 20 ans, tu as travaillé dans la communication. Donc ça a toujours été important et essentiel dans ta vie. Responsable quelque part de la parole d'autrui et des éléments de langage en fait en entreprise. Et aujourd'hui, voilà, tu es à une autre place. Tu as choisi de t'engager dans tous les domaines en fait où l'approche du corps, de l'écriture, de l'exercice de l'art oratoire ont été possibles. C'est ton engagement parce que tu veux transmettre la parole aux femmes pour qu'elles l'utilisent, pour faire entendre leur voix, faire triompher leur vision, pour qu'elles aussi aillent prendre leur place. Hein, on en a parlé pas mal dans ce défi, hein, oser prendre sa place, parce qu'en public ou dans la communication interpersonnelle, hein, c'est pas seulement en entreprise, pas seulement au niveau professionnel, parler, c'est un outil de promotion personnelle, professionnelle, sociale. Donc tu es l'allié de ces femmes qui souhaitent faire d'une parole élancée, j'aime beaucoup ce terme-là que tu voilà, engages, tu souhaites faire effectivement d'une parole élancée, éloquente, impactante, l'arme de leur réussite. Mesdames, rien que ça, tu es guide vers la maîtrise de l'art oratoire et même si Vanna a des mentors, et ça je vous le dis entre nous, qui sont vraiment des gens qui font justement de l'art oratoire vraiment des armes professionnelles, notamment dans le monde quand on est barreau, dans le barreau alors je sais plus, je crois qu'il est barreau de Genève, hein, Marc, Oui, tout à ou fait. non, c'est peut-être pas Marc Oui, d'ailleurs, c'est Maître mon Bollard. Dieu. Voilà, voilà. Donc du coup, même, je vous avoue, hein, donc que Vanna a des mentors, effectivement, qui mettent la parole vraiment, alors qui l'utilisent pleinement comme une vraie arme en fait au niveau professionnel, hein, parce que quand on est avocat, on peut le dire, hein, c'est quand même une arme très puissante. Mais Vanna a vraiment à cœur, et si elle est là, je peux en témoigner, c'est qu'elle a à cœur de vous aider aussi vous pour une arme interpersonnelle en quelque sorte, même si on n'aime peut-être pas le mot arme, mais ça tu vas l'utiliser, tu vas peut-être l'expliquer pourquoi tu utilises ces mots-là. Mais moi, pour moi, je pense que vous êtes à la bonne place et Vanna aussi pour vous enseigner tout ce qu'elle a appris, parce que même si c'était un don, mais ça elle vous l'expliquera certainement, elle a travaillé ça et ça se travaille et c'est possible. Voilà Vanna, écoute, c'est pour toi. Et je te laisse la parole à tout à l'heure. Et mesdames, à vous aussi, la parole. À tout à l'heure.
Merci beaucoup, merci encore une fois Lydia et merci surtout à vous qui avez décidé de vous intéresser au sujet qui m'est dévolu. Un sujet dense, riche, fascinant, au moins pour moi, passionnant, qui ne cesse ni de questionner et hélas, ni d'angoisser la prise de parole. Alors, Lydia est dans les coulisses, elle va prendre en considération vos commentaires. Je vous dis, est-ce que vous êtes prête pour le voyage? Je lève le rideau déjà sur ma vie, même si je n'ai pas l'habitude de parler de moi. Je vais vous dire que, comme Obélix est tombé dans la marmite de la potion magique, je suis tombée dans la marmite de la parole quand encore ma maman s'occupait de mes couettes à l'époque. Je garde toujours mon ordi. J'ai mis du temps à le comprendre, mais aujourd'hui, je sais que si d'une certaine façon je me suis consacrée à la parole et à tout ce qu'elle peut, bien évidemment, c'est parce que quand j'étais une petite fille, je n'avais que 4 ans, je suis tombée amoureuse. Et mon premier amour était Bègue. Et moi, j'étais une petite fille bavarde qui devenait aphone en sa présence. À chaque fois que je le regardais, d'une certaine façon, c'est comme si je voyais les syllabes qui restaient là, coincées dans sa gorge. Je voyais la bouche qui commençait à se tordre et le regard à s'enfouir de tous les côtés. Donc, je savais à ce moment-là qu'il était en train de se battre. Et puisque de mon côté, je n'avais pas de soucis, lorsque je décidais de m'exprimer, j'étais plutôt à l'aise. Je posais des questions à ma maman et elle m'expliquait d'une façon très imagée que la parole de mon petit amoureux, c'était une parole enchaînée. Il y avait une espèce de chaîne au fond de sa gorge que lui empêchait de délivrer les paroles qu'il aurait souhaité prononcer. Donc évidemment, comme toute fille amoureuse, je me devais de l'aider à sortir de sa prison. Et ça, c'est la première rencontre avec, je dirais, un petit peu de souffrance lors de la prise de la parole. Comme vous l'entendez, je viens d'une contrée, l'Italie, où, au moins à l'époque, parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne est passée par là et les choses ont bien changé, à l'époque, on apprenait à parler à l'école. Alors, moi, j'ai fréquenté l'école publique, je suis toujours été dans des établissements publics, qui, je dis encore une fois à l'époque, et là, je suis née dans le siècle passé, à l'époque, l'école publique italienne intégrait la méthode Montessori, déjà à la crèche. Or, je ne vous explique pas la méthode Montessori, mais il faut savoir, il faut retenir que, si vous voulez, le but de cette pédagogie est de permettre aux enfants d'acquérir une certaine discipline intérieure, je l'appelle comme ça parce qu'on l'appelait comme ça, grâce notamment au développement de l'autonomie et de libre arbitre. Et un des piliers, si vous voulez, de cette méthode, qui est d'ailleurs un des piliers de la confiance en soi, est de permettre à l'enfant de repérer ses erreurs par soi-même. Donc moi, je faisais les choses et je ne restais pas, selon cette méthode, dans l'attente qu'un adulte, un tiers, vient me dire si c'était bien fait ou mal fait. Non, pourquoi? Parce que selon cette méthode, il ne s'agit pas tant d'avoir juste ou faux que de s'exercer à faire mieux. Donc de se perfectionner en faisant dans l'activité. C'est pour cela que dans mon enfance, je prenais la parole et même si de ma bouche sortaient des mots cabossés, pas vraiment polis et polissés, peu importe, je me disais, je vais m'améliorer parce que j'ai commencé à développer assez tôt un certain amour qui ensuite s'est transformé en véritable passion pour les mots. Et puis, ce qu'il faut le dire, j'étais plutôt douée à l'école. Je m'empressais vraiment d'apprendre le plus de mots possible pour donner mon nouveau bagage à mon amoureux, car je savais, on m'avait bien expliqué, que dans un esprit où les mots, d'une certaine façon, jouent
les uns contre les autres, ben, on a vraiment besoin d'un vocabulaire très, très riche pour en dire à un, au moins un sans buter. Alors, à l'époque, je ne savais pas, je n'avais pas encore compris, mais c'est là où je commençais à développer quelque chose de très important dans la communication, c'est-à-dire l'écoute. J'ai développé l'écoute active. Pourquoi? Parce que mince, si vous saviez, c'était long d'attendre les mots sortir de sa bouche, surtout quand je pouvais deviner ce qu'il avait envie de me dire. Mais moi, je ne sais pas si c'était l'amour, la politesse, la courtoisie. Moi, j'attendais, je restais en silence. J'ai commencé là à pratiquer l'art du silence. Tous les copains se moquaient de lui, mais pas moi. Là, à nouveau, j'ai ressenti la violence de l'entourage vis-à-vis d'une certaine souffrance lors de la prise de la parole. Alors, je suis honnête avec vous, même si mes parents n'avaient aucune connaissance de la méthode de la pédagogie Montessori, leur éducation à la maison, on va dire, je ne sais pas si c'est un hasard, mais se placer, ça matchait, se placer d'une certaine façon sur la même longueur d'onde. Donc, je ne vous dirai pas, comme j'entends dire souvent, ah, hélas, j'étais une petite fille, mais d'une timidité maladive. Je vous dirai pas que dans mon éducation, j'ai reçu des injonctions style tais-toi, tu vas parler quand je te dirai de parler. Pas du tout. Tout cela serait faux. Non. Mais j'ai connu une certaine souffrance liée à la prise de la parole à travers l'histoire de mes parents. Oui, parce que, comment dirais-je, c'est justement parce que mes parents sont passés par cette souffrance que moi, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de tout le contraire. Alors, il faut que vous sachiez, je garde toujours mon ordi, il faut que vous sachiez que j'étais, parce que j'ai perdu mes parents, mais enfin, je suis fille de 2 parents qui étaient vraiment timides, introvertis, terriblement soucieux du regard des autres et repliés sur eux à cause de quoi? Ben, à cause d'une éducation très autoritaire. Donc moi, petite, j'étais tiraillée parce que d'un côté, j'avais vraiment le désir d'exprimer mes pensées, mes idées, de donner mon avis. Et de l'autre côté, j'étais dans le doute. Je doutais d'être légitime pour le faire. Et pourquoi je doutais? Parce que je voyais mes parents, donc des adultes, qui restaient à leur place face à leurs propres parents. Et moi, je souffrais de le voir souffrir, de ne pas oser, de ne pas s'affirmer, de céder à des phrases comme de toute façon, personne n'a sollicité ton avis, ou encore, je ne sais pas, tu as quelque chose à redire là? Et je savais pertinemment que tout cela est bien pire. Eux, ils l'avaient entendu, je dirais, pendant toute l'enfance. Et je peux vous affirmer aujourd'hui que c'est cette expérience, ce vécu de souffrance qui m'a déterminée à ne jamais renoncer à ma voix, à ne jamais renoncer à mes mots, à ne jamais renoncer à ma parole. Mes parents, comme beaucoup d'autres enfants, comme peut-être quelqu'un parmi vous, ont vraiment entendu des phrases, je dirais, assassines de la part de leurs parents. Leurs parents étaient très aimants, mais pour vous dire, je suis convaincue que ces phrases n'étaient ni conçues, ni proposées pour faire du mal, mais une fois prononcées, une fois qu'on prononce certains mots, certaines phrases, à un enfant qui n'a pas d'armure, qui n'a pas de carapace, ben, ces phrases-là, ces mots-là commencent à s'installer comme un poison. Et c'est à partir de là que les blessures que l'on a à l'intérieur commencent à se figer, commencent à nous bloquer. Et c'est à partir de ce moment-là que ben,
on ne nous autorise pas. Et donc, nous ne nous autorisons plus à prendre la parole de façon libre et spontanée. De mon côté, donc je continue à vous parler de mon vécu. De mon côté, j'étais une petite fille, j'ai toujours été, et je suis restée une femme rebelle. J'avais un papa qui m'a éduquée de cette façon, sur la base de cette devise que je vous propose. N'accepte jamais une règle si tu n'as pas déjà essayé de la violer, justement pour aller vérifier le bien fondant de son existence. Et puisque j'avais besoin de suivre ce que mon père disait, je suis devenue plutôt désobéissante aux règles que mon esprit n'avait pas encore approuvées. Et pendant toute mon enfance et mon adolescence et ma jeunesse, j'étais quelqu'un de profondément indigné. J'ai un sens de la justice très développé. Donc, c'est, je dirais pas facile, mais ça arrive tôt, l'indignation chez moi. Je m'indigne par rapport à ce que je vois autour de moi, par rapport, encore une fois, je le souligne, aux injustices, par rapport aux injonctions violentes, et même par rapport à la méchanceté que on peut connaître déjà dans la cour de récré, à l'école. Et à la maison, par contre, j'avais une parole qui était débridée. J'étais curieuse de tout, je posais pas mal de questions, je donnais mon avis sur tout, et surtout la chose la plus importante, je peux le confirmer aujourd'hui, c'est que j'avais la possibilité d'exprimer mon ressenti. C'est la chose la plus importante. Et en rentrant de l'école, ma maman m'offrait une longue séance. Quand je dis une longue séance, c'est vraiment des heures. Une séance de débrief, les gens aujourd'hui diraient ça comme ça. Donc, elle m'écoutait. Et plus ce que je rapportais avait suscité mon indignation, plus ma maman me poussait plus loin, en me disant « D'accord, et toi, est-ce que tu as fait entendre ta voix ?» Elle m'invitait à prendre la parole pour faire entendre ma voix. Alors, ma mère qui avait été, je dirais, opprimée, et j'exagère pas en disant ça, comme ça, opprimée par la parole dans sa parole, ben, elle m'invitait à trouver en permanence un lien avec la mienne. Car trouver le lien avec sa propre parole signifie trouver sa place. D'ailleurs, à partir de là, je me suis toujours posé la même question, mais si on ne vit pas ces mots, comment on peut vivre sa vie? Et c'est pour cela, comme Lydia l'a dit tout à l'heure, que je me suis consacrée dans ma vie professionnelle à la communication. Évidemment, j'ai constaté, grâce aussi au regard que les autres avaient sur moi, que j'étais plutôt douée. En plus, j'étais à l'aise et chose la plus importante, une fois qu'on quitte la peur de prendre la parole, on peut trouver, c'est le long chemin, le plaisir de l'apprendre. Et c'est parce que j'ai vite compris que prendre la parole était un pouvoir, et surtout que prendre le pouvoir, pas encore par la parole, mais prendre le pouvoir sur sa parole était déterminant, parce que prendre le pouvoir sur sa parole, c'est prendre le pouvoir sur sa vie. C'est prendre le pouvoir sur sa capacité à jeter des ponts, donc à créer des liens. Je vous dis tout ça pour vous dire en effet que peu importe les plaies que vous avez à l'intérieur, peu importe les blessures qu'on peut avoir ou les injonctions qu'on peut avoir subies ou entendues, la parole, cette petite voix reste toujours au fond de nous. Et c'est vraiment dans cet exercice qui nous amène à retrouver l'accès à cette parole pour pouvoir la reconnecter à tout ce qui nous constitue, donc nos émotions, notre ressenti, notre esprit, notre vécu, nos expériences, qui va nous permettre de retrouver le pouvoir de dire les choses dans n'importe, je souligne, n'importe quelle circonstance, même lorsqu'il s'agit de prononcer
des choses qui sont difficiles à dire, voire inconfortables à dire. Avant d'aller à l'encontre des autres par sa propre parole, j'ai compris que libérer sa parole, c'est vraiment s'émanciper. C'est se déployer. Pour moi, en un mot, c'est vraiment exister. Et tout cela n'est pas anodin, franchement. Quand on retrouve en effet ce lien vis-à-vis de la parole, de sa propre parole, ben, on peut dire qui on est. Et quand on est libre de dire qui on est, ben, on n'a plus peur, on s'autorise et on arrive à s'affirmer. C'est pour cela que pendant 20 ans, comme disait Lydia, ben, j'ai travaillé dans la communication responsable de la parole d'autrui. Quand je dis responsable de la parole d'autrui, signifie que j'étais porte-parole, voire j'écrivais des discours qui étaient destinés à être prononcés par des tierces personnes. Et j'ai fait ça, évidemment, entre l'Italie et la France. Mais quand j'ai décidé de m'installer en France, certes, laissez-moi dire ça, puisqu'on est entre filles, j'ai retrouvé la même société patriarcale, mais je me suis vite aperçue que malgré une certaine et heureuse proximité culturelle, il y avait un décalage sidéral par rapport à la parole. À l'époque, on n'enseignait pas, mais aujourd'hui, l'actualité n'a pas changé. On n'enseigne pas à prendre la parole. Et pire, si vous regardez un petit peu les sondages, la prise de parole, la peur de prendre la parole en France dépasse la peur de mourir. Et encore, quand on prend la parole, c'est vraiment, je dirais, c'est rarement pour la libérer, pour libérer la sienne. Et encore une fois, je vais vous dire que quelque chose qui est très remarqué, voire critiqué de ce côté des Alpes vis-à-vis des Italiens, c'est l'utilisation du corps. Je me suis vite aperçue qu'en France, on ne sait pas faire de son corps un allié de la parole. Pourquoi on dit les Italiens parlent toujours avec les mains, sauf quand il y a un PC à tenir. Pourquoi? Parce que depuis la Rome antique, depuis Cicéron, l'utilisation du corps est quelque chose qui va aider à propulser la parole, à propulser les messages. Alors, je vais vous dire une chose. Si vous voyez quelqu'un descendre de la scène, si vous voyez quelqu'un qui descend de l'estrade, si vous voyez quelqu'un qui quitte le pupitre et laisse le micro, et mis à part peut-être l'éclairage, qui n'est pas un petit peu en sueur, qui n'est pas en train de transpirer, c'est parce que, je vous donne juste 3 hypothèses, c'est parce qu'il a appris par cœur son discours, c'est parce que peut-être il a prononcé un discours qu'il n'a pas écrit, ou c'est parce que tout simplement il a lu. Donc on n'est plus dans l'éloquence, là on est dans la déclamation. Comme je vous disais lors de la mini-vidéo de présentation, les mots éloquence, faites attention, il faut avoir peur, rhétorique, oulala, voire l'expression art oratoire, en France, soit sont des termes qui sentent la naphtaline, il faut le dire, soit semblent être des compétences, on va dire, au mieux très élitistes. Ça fait BCBG quand même, l'art oratoire. Au pire, très négligeable. Enfin, tu sais parler, donc voilà, c'est bon, tu maîtrises. Donc une fois installée en France, évidemment, je me suis sentie très privilégiée. Parce que pour moi, la prise de parole, ce n'est pas le fait de surmonter un peur, c'est l'exercice de ma liberté d'expression. Et moi, j'ai envie d'exister, comme je vous disais tout à l'heure. Et pour exister, je vais m'octroyer le droit d'exprimer mes idées, mes opinions, de donner mes avis, etc. Mais j'ai rencontré, hélas, une autre forme de souffrance. Pourquoi? Parce que j'avais à m'intégrer dans un système
Et je dis ça parce que je sais que parmi vous, il y a quelqu'un qui aurait envie de partir à l'étranger. Donc, faites attention à tout ce qui est culturel, malgré la connaissance que vous pouvez avoir de cette culture-là. Parce que j'avais à m'intégrer donc dans un système qui semble inviter à exprimer ses idées, mais qui commence à rougir lorsque vous avez l'audace de le faire. Pensez-y. On vous dit souvent dans n'importe quel milieu, en famille, au travail, en société, et toi, qu'est-ce que tu penses? Exprime-toi. Et c'est comme si, dans la façon de vous octroyer cette liberté, il y avait déjà en vous des clignotants pour dire là, il ne faut pas que tu le dises, là, il ne faut pas que tu le dises comme ça vient. Il faut un petit peu plus de tact, de diplomatie, voilà. Alors que moi, je ne connaissais pas ça. Parce que, je le confirme à nouveau, de ce côté des Alpes, il faut avoir l'audace. Combien de fois on a entendu cette expression, il faut oser. Alors que de mon côté, ça prend la liberté de avoir l'audace de prendre la parole et prendre la liberté de s'exprimer, ça change tout. Donc le résultat est le même, on arrive à prendre la parole, mais dans l'intention et surtout la peur qui nous pousse à faire cet il faut, on doit prendre la parole. Moi, j'ai le plaisir, je suis dans la joie de prendre la parole, parce que même d'une façon un petit peu peut-être égocentrique, voire narcissique, j'ai le plaisir de le faire. Donc, imaginez-vous, déjà pendant mes études, à l'université, c'était impossible. Impossible de lever le bras pour dire, voilà, j'aimerais prendre la parole pour poser une question ou encore pour affirmer quelque chose qui allait à l'encontre de ce qu'un cours magistral à la française venait de me proposer. Et c'était quelque chose totalement inconnu pour moi. En entreprise, j'ai connu la même chose. Combien de fois on m'a demandé de m'effacer? Combien de fois on m'a demandé de faire profil bas? Combien de fois on m'a demandé de rester à ma place ou de me taire carrément? Car mes collègues, les membres de l'équipe avaient plutôt tendance à envier cette aisance que j'avais et même la liberté que je prenais. Et donc, ils avaient une certaine tendance à se laisser convaincre par ce que je disais, plutôt que de suivre ce que la hiérarchie, ce que l'autorité du statut, normalement impose de faire et de faire en silence, s'il vous plaît. C'est quand je suis devenue à mon tour un manager que je me suis rendu compte du malaise qu'il y avait dans le fait de ne pas s'octroyer le droit de prendre la parole. Ça me fait penser à tout ce que Nathalie nous a dit hier. Malheureusement, j'ai commencé vraiment à me rendre compte de l'ampleur des dégâts que faisait cette difficulté à prendre la parole. En effet, j'ai vu des collaborateurs souffrir énormément de leur incapacité à s'affirmer. J'ai eu des collègues souffrir énormément de leur impossibilité, de leur incapacité d'une certaine façon à embarquer leurs équipes, surtout quand on est dans le management. Vous avez la responsabilité d'une équipe, il faut la mobiliser, la motiver d'une façon permanente, il faut toujours être dans la conviction, dans la persuasion, il faut toujours d'une certaine façon aussi séduire pour pouvoir être suivi. Ils n'arrivaient pas et parfois le prix à payer était terriblement élevé. J'ai connu des entrepreneurs qui tiraient le rideau à cause de la difficulté à vendre leur projet aux clients ou à cause de la difficulté à aller défendre leur dossier face à un partenaire, face à une institution ou tout simplement à leur banquier. Et là, je reviens à l'univers, à la galaxie féminine. J'ai vu des collaboratrices vraiment brillantissimes. Et là, je vais choisir le mot des collaboratrices brillantissimes, juguler leurs aspirations. Rester vraiment tétanisées
à l'aide à l'idée de partager leurs convictions, de se mettre en avant. J'ai vu des femmes rester sagement, parce que ça fait partie parfois de la culture ou de leur éducation, rester sagement à leur place, en se disant tout qu'on fait, je dois déjà dire il faut se contenter de ça parce que j'ai déjà de la chance à être à cette place. Donc, rester à la place attribuée, je dirais sous l'emprise d'une croyance que pour moi est vraiment maléfique. Laissez-moi utiliser cette expression, cette croyance maléfique qui pousse surtout les femmes, pas d'une façon exclusive, mais surtout les femmes, à faire ses preuves avant de faire savoir que l'on sait faire. Je m'explique. Pour évoluer, pour gravir les échelons, pour obtenir une promotion, pourquoi pas, pour obtenir un changement de fonction, il faut se mettre en avant. Il faut pouvoir sortir du lot, surtout lorsqu'il y a de la concurrence. Et pour le faire, il faut dire ce qu'on a envie d'obtenir. Il faut dire ce qu'on sait faire, même si, par exemple, vous aspirez à quelque chose qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez la parole, vous ne savez pas tout à fait faire, vous n'êtes pas dans la totale et pleine maîtrise. Peu importe, vous l'apprendrez sur le tas, mais aujourd'hui, il faut mettre des mots sur votre intention. C'est la première chose. Personne ne va deviner. Moi, je l'ai fait au début de ma carrière. Je me disais, après quelques années, après toutes mes performances, ils vont bien voir ma valeur. Non. À un moment donné, j'ai dit, bon, là, il faut que je parle un petit peu de mes ambitions. Et c'est là que j'ai compris d'avoir une mission bien précise. C'est là que, en effet, j'ai décidé de m'engager sans réserve pour transmettre, surtout aux femmes, pas d'une façon exclusive évidemment, parce que en entreprise, il y a toujours des équipes qui sont mixtes, mais surtout aux femmes, transmettre à des femmes ambitieuses toutes les clés nécessaires pour qu'elles arrivent finalement à développer leur puissance, à avoir envie de courir, prendre la place qui est la leur, par le biais évidemment de mon arme à moi, c'est-à-dire une arme qui est vraiment dans le pacifisme absolu, qui est la parole. Une parole éloquente, une parole impactante, une parole assertive et pourquoi pas un jour, à force de prendre la parole, une parole d'influence. Et c'est vraiment à ce moment-là que je commence à ressentir quelque chose que je ressens toujours, mon engagement dans la sororité. Je le dis parce que je sais qu'on est entre filles. Il faut vraiment ne pas croire qu'entre filles, entre femmes, il y a toujours, je dirais pas de la haine, mais cette espèce de compétition maladive. Non, pour moi, chaque fois qu'une femme s'empare de la parole pour aller prendre la place qui est la sienne, je sais que cette place sera contributive pour le monde et notamment pour l'univers des femmes. Il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, notamment, la parole est un marqueur social. La parole est un enjeu d'ascension sociale. Parfois, ça m'arrive d'entendre 10 mots qui sortent de la bouche de quelqu'un. Je sais déjà combien de livres il a à la maison. Mais hélas, la maîtrise de la parole reste encore un bastion masculin. Prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Et dans l'imaginaire collectif, prendre le pouvoir, c'est masculin. Et pourquoi alors
c'est tellement difficile, encore plus difficile pour une femme de prendre la parole? Ben parce que parler, c'est dire sa propre personnalité, avant même de dire le message. Ce qu'on met en jeu, ben, c'est sa personne. Alors, mis à part peut-être quelques exceptions, par exemple, je pense aujourd'hui lors des podcasts, c'est-à-dire là où on peut prendre la parole sans investir son image, mais normalement les choses se passent comme ça, c'est un triptyque. Lors d'une prise de parole, on est vu, on est ensuite entendu par rapport à notre message et seulement après, on sera comprise. L'image arrive avant le contenu du message que vous souhaitez délivrer. Et si vous y pensez, je pense que vous savez déjà qu'il n'y a pas, ni dans la vie personnelle, lors de nos relations interpersonnelles, ni au niveau professionnel, il n'y a pas, par exemple, un métier qui ne passerait pas par la parole. Et pourtant, eh ben, cette compétence est terriblement négligée. Et en plus, je vous propose une petite analyse, hein, je ne vais pas être méchante, mais comment parle-t-on aujourd'hui? Alors, si vous permettez, je dirais avant tout avec beaucoup d'inhibition. On fait plus attention à ce qu'il ne faut pas dire avant de se prononcer, avec pas mal d'autocensure, je dirais, et surtout en utilisant des mots si stériles, si arides, qu'on n'arrive même pas à exprimer notre pensée d'une façon pertinente. D'où les problèmes de compréhension et les malentendus. Comment voulez-vous aujourd'hui échafauder un projet ou défendre une cause, être d'une certaine façon un moteur de changement sans avoir une voix qui compte, sans avoir voix au chapitre, sans se faire entendre, sans, pourquoi pas, devenir même inspirante. Et je dis ça pas parce qu'on va devenir Michelle Obama, non, inspirante vis-à-vis de vos filles, je pense de vos enfants en général, mais surtout des petites filles, inspirantes. Aujourd'hui, vous me direz dans les commentaires si c'est votre cas, je me base sur le retour d'expérience que j'ai. Aujourd'hui, peut-être vous êtes une femme invisible, invisibilisée, à la parole silenciée. Vous restez muette d'ailleurs, permettez-moi cette remarque, c'est quelque chose que j'ai, hélas, pour mon grand malheur, constaté tout au long de ce défi. Parce que même si on reste derrière les écrans, même s'il n'y a aucune obligation à la base, même si on reste à l'écrit, on n'ose pas. Alors que moi, vous le verrez à chaque fois que je fais des commentaires ou j'écris, je ne connais pas cette capacité de synthèse. Je ne veux pas la connaître parce que je suis tellement dans la joie de partager et de dire j'existe. Et là, voilà, c'est comme la présence physique. Quand il y a quelqu'un qui est doué de charme, vous ressentez, même s'il ne parle pas, une présence, un aura, il y a une allure, il y a quelque chose, un magnétisme tout autour. Et pour moi, c'est l'exercice de cette liberté. Donc, figurez-vous, la déception, quand je dis mais comment ça? Elles ont la liberté de s'exprimer, de proposer des questions, de proposer un témoignage, de s'interpeller même entre elles. Elles ne le font pas. Mince, les femmes se sont battues pour ça. Ou peut-être, c'est à vous de me le dire, vous êtes exactement dans la situation inverse, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui, malgré ses cris, n'est pas entendu. Parfois, ça peut arriver en famille, au travail ou même en société. Vous n'arrivez vraiment pas à être entendu, à faire entendre votre voix. Vous avez envie de crier au monde, arrêtez, j'ai envie de descendre, mais non, votre voix n'est ni entendue ni écoutée.
Ou encore, c'est quelque chose que je rencontre souvent, peut-être vous ne savez pas faire abstraction du regard des autres. Et c'est dommage parce que ne pas arriver à dépasser je dirais pas cette nécessité, mais au moins ce besoin de se faire aimer, signifie qu'on renonce à l'essentiel, signifie qu'on renonce à privilégier véritablement la nécessité de se faire respecter. Si seulement j'abandonnais cette idée que tout le monde doit me trouver génial, je vais pouvoir vivre en toute sérénité des situations où la seule chose que je demande, c'est le respect. C'est pour cela que dans la plupart des cas, lors d'une prise de parole, vous n'arrivez pas à gérer votre stress, vous n'arrivez pas à gérer vos émotions et vous souffrez donc, il faut l'appeler de façon technique, de glossophobie, c'est-à-dire la peur de prendre la parole en public. Donc vous, passez-moi l'expression, vous vomissez votre trac bien avant de parler. Alors, je suis là pour vous rassurer. Sachez que la maîtrise de la parole, passez-moi l'expression, on est entre nous, botte les fesses à tout cela. On s'affiche de tout cela. On ne va pas vivre cela. Et je reviens à ce que Lydia disait tout à l'heure, pourquoi je considère la parole une arme. Parce que je n'ai jamais vu rien de plus puissant. Voilà, c'est facilement dit. Je pense que arriver vraiment à maîtriser la parole, la maîtriser évidemment avec justesse, avec pertinence et une certaine finesse, permet à n'importe quelle femme, dans n'importe quelle situation, à partir du moment où on est une femme audacieuse, de s'élever. Vous voyez déjà, mon attitude même corporelle change. C'est parce que je ne suis pas debout, parce que normalement, je parle en utilisant tous mes moyens corporels. Et il y a cette façon vraiment de gagner même en verticalité, ce qui aide aussi le souffle à passer. Donc, la parole est vraiment élancée. Et c'est cela qui va permettre de imposer sa propre autorité et de pouvoir sculpter cet empowerment, cette puissance, chaque femme à sa guise. Donc, on n'a pas besoin de prononcer quelque chose et d'obtenir la validation de la part des autres. Et tout cela, en plus, est possible lorsqu'on maîtrise la parole. Si on a envie d'émettre une parole selon sa propre sensibilité, donc avec une certaine subtilité tout à fait féminine, mais aussi lorsqu'on a envie, de dégager une certaine force, pourquoi pas une certaine virilité, voire son propre charisme, pour aller toucher les cœurs avant même d'aller toucher les esprits, les cerveaux. Arrivé jusqu'à là, avec mon vécu et mon engagement, les deux éléments que je vous ai partagés, j'aimerais vous soumettre à votre attention une question. La question est la suivante. À quoi pourrait ressembler votre vie demain si vous arriviez vraiment à vous emparer de la parole? Je répète, je le répète à moi-même, à quoi pourrait ressembler ma vie demain si j'arrivais véritablement à m'emparer de la parole? Oh, quand je dis vie, je dis vie personnelle et professionnelle. Il n'y a pas de souci dans tous les cas pour moi. On est conçu d'une façon holistique. On est les deux à la fois. Et j'ai choisi ce mot, c'est-à-dire si j'arrivais à m'emparer ce verbe avec attention, parce que il faut se le dire, on prend la parole. La parole, ce n'est pas quelque chose qui est dû. On la prend vraiment, on s'insère, on l'apprivoise. Donc, on fait tout ce qu'il faut pour la dominer et pour qu'elle devienne, une fois domptée, cette arme
Cette arme, et là je vais donner une spécification parce que je ne suis pas belliqueuse, une arme de construction de relations, de conviction massive, parce que grâce à mes mots, à ma parole, je suis là pour vous convaincre, persuader de me suivre, de passer à l'action, etc., etc. Évidemment, comme tout art, puisqu'on dit art de la parole, ben, ça se pratique, ça s'apprend, se vit, je dirais, avec un engagement poussé, un petit peu comme le sport, en entraînement de haut niveau. Au moins, ce que je propose, c'est un entraînement de haut niveau et les bonnes techniques, parce qu'il faut bien connaître quelques techniques. Je vous dis ça parce que, avant de continuer, j'aimerais vraiment vous amener sur ce chemin, vous faire comprendre toute la différence, ou peut-être le chemin qu'il faut faire, pour passer d'un point à un autre. Alors, au début, on a peur de prendre la parole. Si on arrive à dépasser cette peur, on se place, comme au sport, dans les starting blocks. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à courir pour aller prendre la parole, parce que prendre la parole va me donner la possibilité d'aller prendre ma place. Dans cette phase-là de mon chemin, si j'arrive donc à prendre la parole, il y a une espèce d'injonction, c'est-à-dire c'est la vie, c'est mon quotidien perso, mon quotidien professionnel, qui m'oblige à prendre la parole. Hein, quand je vais à la boulangerie ou quand j'aurai à la fin de l'année là, les entretiens annuels à passer face à mon chef. Là, j'arrive à prendre la parole, à surmonter mes peurs, à courir parce que je veux réussir, je veux m'affirmer, donc passer par la prise de parole est nécessaire pour cela. Mais le chemin ne s'arrête pas là. Le chemin continue. Et c'est là où on arrive à la dimension artistique. Pourquoi on dit art oratoire, art de la parole? C'est où la dimension de la parole, la dimension artistique? À partir du moment où vous êtes déjà dans la prise de la parole, on arrive à l'art oratoire, quand on arrive à envelopper les mots, envelopper notre discours avec un certain esthétisme, c'est-à-dire on travaille beaucoup pour chercher les mots justes, pour envelopper la parole avec quelque chose de beaucoup plus subtil, fin, je dirais presque sophistiqué. Hein. C'est comme quand on se dit, bah, je vais au supermarché, je mets quelque chose juste pour m'habiller, j'ai une soirée de gala, c'est toujours s'habiller, ça change pas, mais ça change terriblement. Et je vous dis alors, de la prise de parole vers l'art oratoire, et c'est à ce moment-là qu'on peut développer ce que moi j'ai eu la chance, l'honneur de développer, c'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'on trouve le plaisir de prendre la parole. Donc vous voyez le chemin, on part et on passe de la souffrance lors d'une prise de parole au plaisir de la prise de parole. Et c'est un chemin à parcourir qui en vaut la peine, surtout pour celles et ceux qui sont amoureux ou amoureuses des mots, qui ont une déformation mentale. Parfois, je suis vraiment dans la masturbation mentale là, lorsque je m'aperçois que j'utilise 500 mots dans mon quotidien. Je dis dire, faire, j'utilise le verbe être, avoir, alors qu'il y a plein de nuances, il y a 60 000 mots dans la langue française. Pourquoi ne pas essayer d'avoir une subtilité, une finesse qui va m'élever, qui va vraiment me permettre d'être tiré vers le haut. Hein. Il faut que je le dise là tout de suite. L'art de la parole, dans tous les cas, reste encore aujourd'hui dans notre société un art de la transgression. Oui, parce que je suis désolée, mais malgré les progrès, une femme doit encore jouer des coudes pour trouver sa place, pour pouvoir justement prendre la parole.
et encore plus jouer des coudes pour monter les marches du pouvoir. C'est pour cela que développer sa puissance à l'oral permet vraiment à une femme de s'élever, d'élever cette posture et d'élancer donc sa voix, de se faire entendre. Et c'est en se faisant entendre qu'on peut arriver à déployer nos talents. Et quand on déploie nos talents, on arrive à embrasser nos ambitions. Et quand on embrasse nos ambitions, qu'est-ce qu'on fait? On assoit notre leadership. Et je tiens à vous dire ça, on peut faire ce chemin sans nécessairement endosser des codes, voire des valeurs que nous ne ressentons pas justes. Et je pense notamment au code masculin. On a vu par exemple Valérie Pécresse lors de son discours. Elle avait envie de s'affirmer en utilisant des codes qui allaient à l'encontre du message qu'elle était en train de faire passer. Il faut toujours, dans n'importe quelle prise de parole, dans n'importe quelle circonstance, se respecter, rester dans le respect de sa propre singularité. Donc ça y est, une femme qui s'affirme dans la vie personnelle ou professionnelle est sans doute une femme dont la parole n'est pas entravée. Une femme, pour réussir, pour s'affirmer, a besoin d'une parole sans entrave pour pouvoir justement se dire aux autres. Je parle toujours de moi, se dire aux autres, se dire avant de dire. Et cela, je le répète, en toutes circonstances, quel que soit l'enjeu stratégique. Alors, croyez mes mots sur la parole, que vous souhaitez attirer lors de votre prise de parole la lumière sur vous ou l'utiliser tout simplement pour éclairer les autres. Ça peut arriver lorsque vous êtes chef d'entreprise, lorsque vous êtes élu, lorsque vous êtes à la tête, par exemple, d'une équipe. C'est toujours en alignant votre éloquence à vos enjeux que vous serez en mesure de faire éclore votre puissance et donc aussi votre excellence. L'art de la parole nous donne les mots pour exprimer cette puissance, celle qui assure d'avoir le courage de prendre sa place, celle qui assure de tenir cette place et de tenir nos propos à cette place. Je le répète, c'est un entraînement de haut niveau. Mais j'ai envie de vous dire, mais alors on s'en fiche. La vie ne veut pas notre confort, elle veut notre éveil quand même. Et justement, pour vous permettre de vous éveiller, je vous propose un exercice. Bien évidemment, j'espère qu'il y aura plein de questions, voire de témoignages dans la colonne commentaires. Ça sera à Lydia de me le dire, mais vous êtes consciente que lorsqu'on parle de la parole, c'est assez difficile pour moi de vous proposer un exercice qui ne passe pas par un dialogue. Mais je vous demanderai de vous consacrer un petit peu à cet exercice, car cet exercice vous permettra de mieux profiter, de mieux bénéficier de mes cadeaux. Alors, je vous explique l'exercice qui est très simple d'ailleurs. Pour oser vous exprimer, imaginez une situation, mais je le souligne, une situation réelle. Je reviens à ce qu'Amélie a dit au début de l'intervention. Une situation réelle que peut-être vous venez de vivre, voire que vous avez vécu dans le passé, mais encore mieux qui vous attend dans le futur et qui pourrait donc vous placer face à un auditoire précis. Donc, je vous demande de penser à une situation et à un auditoire précis. Par exemple, il y a 2 ans, je suis passée face à un jury pour être embauchée. On va pouvoir travailler d'une façon rétroactive sur cette expérience. Il y a 2 semaines, j'ai pris la parole face à 250 personnes lors du mariage de ma meilleure amie. Et d'ici à la fin de l'année, je pense que je vais voir un one-to-one à mon chef parce que j'aurais envie de lui dire que non. Le vendredi soir à 18h, non, je ne partirai pas avec les dossiers à travailler pendant le week-end.
il faut qu'il le sache. C'est ma volonté. Donc voilà, vous pensez à une situation réelle, si possible dans le futur, et un auditoire précis. Et à partir de ça, on va travailler sur 3 axes. Je vais les énumérer avant tout. Premier, faites vraiment la liste, la somme de toutes les peurs qui portent évidemment sur la prise de parole. Deuxième axe, verbalisez vos émotions. Quand je dis émotions, je dis vraiment les états d'âme, les sentiments, voire pourquoi pas même les petites vibrations qui sont liées à la peur de prendre la parole. Et troisième axe, listez ce que vous avez ou ce que vous mettrez en place pour faire de votre corps un allié. Comme vous voyez, je ne vous invite pas à travailler sur les mots, mais c'est vraiment au préalable quelque chose qui va vous aider à faire un petit peu d'introspection pour avouer à vous-même, à votre ego, à votre jeu, à votre moi-même. On est nombreuses là-dedans. C'est 3 choses qui sont fondamentales à décrypter pour pouvoir surmonter la peur de prendre la parole. Et je vous demanderai vraiment de sortir de votre zone de confort. Je ne vais pas vous aider, mais comment dirais-je ? Par exemple, pour commencer à lister les peurs, dans la plupart des cas, lors d'une prise de parole, on a peur de s'exposer. Alors, c'est facile. Si on veut réussir, on doit faire entendre sa voix, oui, valider. Pour faire entendre sa voix, il faut prendre la parole, valider. C'est clean, c'est clair et ça fonctionne, ce processus. Et dans la peur de s'exposer, normalement, je détecte 2 sous-peurs. La première est la peur de se rendre visible. Et quand je dis visible, vraiment au niveau physique, le corps qui s'expose. Et j'ajouterai la peur de se faire attaquer, notamment pas d'une façon physique cette fois-ci, mais par rapport aux propos qu'on pourrait proposer. Donc, travaillez sur ça parce que c'est le socle qui va vous permettre de mieux profiter de mes cadeaux. Alors, je vais vous expliquer. Il y a un cadeau qui est téléchargeable. Il s'agit d'un petit PDF que j'ai conçu comme un guide. Un guide vers une réflexion, je dirais, un petit peu plus appuyée sur l'importance de s'asseoir justement sur le pouvoir sur cette arme, sur le pouvoir de la parole pour accroître sa propre puissance. Et si après avoir consacré du temps à votre exercice et après avoir lu ce petit guide, vous vous dites, oui, j'ai bien compris l'importance de augmenter ma puissance grâce par le biais de la prise de parole, vous pourrez encore mieux bénéficier de mon deuxième cadeau. Le deuxième cadeau est le suivant. Je vais vous donner la possibilité, c'est même pas moi qui va vous donner la possibilité, je vais vraiment vous offrir, et je serai ravie de le faire, du temps. Du temps pour pouvoir vous accompagner sur un cas précis. Ça peut être le cas de l'exercice. Vous me dites, alors, demain, je dois prendre la parole en réunion. Après-demain, j'ai la réunion des copropriétaires dans mon bâtiment. Après, je dois parler avec les profs de mon fils. Demain soir, samedi soir, j'aurai envie de sortir avec quelqu'un, j'aimerais bien le séduire. Je ne sais pas. Vous avez peut-être un discours à préparer ou des idées qui sont là, mais qui n'arrivent pas à trouver une véritable organisation, une bonne structure. Une négociation, pourquoi pas, même avec des clients, des collaborateurs, des partenaires, des associés, que sais-je, à mettre en place. Ou je répète même, on va vers quelque chose d'un petit peu plus léger, mais pas moins engageant, la séduction d'une personne. J'aimerais vraiment vous vous concentriez sur ce cas-là et lors de cet échange, je vais au moins, je dis au moins parce que c'est la base, vous donner 1 heure de mon temps, je vous propose vraiment d'être votre allié, c'est le rôle, la fonction que j'aime le plus. Je ne suis pas vraiment guide. Guide est toujours quelqu'un qui est devant vous
Donc, c'est la locomotive et de l'autre côté, il y a les remorques. Moi, j'aime être alliée parce que j'aime bien marcher côte à côte. Donc, vous me proposez cette situation particulière et on va travailler ensemble pour vous permettre de faire face à l'épreuve qui, voilà, vous demande une prise de parole. Sachez-le, ce qui m'intéresse, c'est dans tous les cas de mettre en mouvement votre envie, voilà, de surmonter la peur, parce qu'à la base, je sais, il y a ce trac. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de mettre un mot, ce qui, sans doute, va révéler tout votre empowerment, toute votre puissance et votre valeur ajoutée. Là, je demande au capitaine Lydia de reprendre la barre. Merci. J'espère être ensevelie par les commentaires. Oh, tu vas être étonnée. Tu vas être étonnée. Je pense que ta parole a été entendue. Alors, Vanna, je suis désolée, je n'ai même pas pu mettre le bandeau te concernant parce que du coup, c'est des choses pratico-pratiques, c'est vraiment rien. Hein. Mais je vais le mettre maintenant parce que du coup, progressivement en parlant, comme tu t'es rapproché de la caméra, du coup, sinon, on ne voyait plus tes yeux. Donc, voilà, je mets quand même, voilà, comme ça les personnes voient que c'était bien toi. Mais vraiment, tu as été entendu. Alors, je vais t'exprimer et te faire le retour le plus comment dire, synthétique, parce que du coup, il y a matière sur des choses que tu as demandées, des réponses par rapport à ce que tu as demandé, et aussi des questions. Ça va ? Très bien. Alors, déjà, je te lance un bouquet. Donc, Sophie dit, tu parles bien. On sent la passion dans ta prise de parole. Écrite et verbale. J'aime. Tes mots résonnent bien. Alors, ensuite, Rachel qui dit, l'art du storytelling, en fait, c'est quand on le pratique, et notamment son père le pratique, elle dit, on tombe sous le charme de l'orateur, comme sous ton charme. Wow. Amélie, voilà, qui dit, j'admire ta facilité de parole. Voilà. Virginie, qui dit gratitude d'une manière générale, parce qu'elle parlait au départ surtout du défi et voilà, elle a été vraiment inspirée, ressourcée pleinement. Gratitude pour toutes les personnes, y compris toi, pour toute la valeur ajoutée, voilà, tout ce qu'on a pu apporter. Merci Virginie aussi pour ce message. Ensuite, donc, dans les situations très pratico-pratiques, je pense qu'il y a une personne, parce que donc elle se nomme, je la cite, donc Amélie, qui dit que je pense que l'exercice que tu as donné va être très profitable pour elle, parce qu'elle dit évidemment qu'elle a un entretien à préparer. Donc, c'est tout à fait cette situation réelle, avec un auditoire précis, hein, on est d'accord, hein, c'est bien ce que tu as dit. On est d'accord. Il faut connaître à qui on s'adresse, sinon c'est impossible. Montaigne disait que notre parole est à moitié dans les mots qu'on va prononcer et l'autre moitié est dans l'auditoire. Cela signifie qu'on ne peut pas prendre ou avoir la prétention de prendre d'une façon efficace la parole si on ne connaît pas notre auditoire. Et lorsque je parle de connaissance, je ne dis pas savoir si il y a plus de femmes blondes ou brunes, voire connaître l'âge ou même. Mais il faut connaître vraiment l'intention qu'il y a derrière le fait que ce public-là est là pour m'écouter. Alors, justement, je me permets de te couper parce qu'elle a rajouté un complément, tu pourras lui répondre justement. Elle dit qu'elle a très peur en fait de ne pas tenir émotionnellement pendant sa prise de parole, cet entretien qui est alors après il y a un enjeu évidemment parce que c'est un entretien au licenciement pour inaptitude après un burn-out, ok. Et déjà y aller va être très compliqué, hein, d'accord. Alors forcément parler encore plus, je pense que c'est lié à l'enjeu, on est d'accord aussi. Tout à fait. L'enjeu stratégique qu'il y a derrière est quelque chose qui peut ligoter nos mots, même si on a un super dictionnaire à l'intérieur. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on arrive, par exemple, dans un bureau, avec une seule chose en tête, qu'on arrive difficilement, il faut un long travail, à mettre de côté, c'est l'enjeu. Par exemple, je vous donne un exemple.
imaginez, je prends la parole et je décide de le faire dans un endroit où je me mets en danger. Hein, je suis au bord d'une falaise. Si je prends la parole en disant je vais vers mon public est là, mais en disant mince, et si dans ma gestuelle je perds l'équilibre, je vais tomber, sachez-le, la seule chose que le public va retenir, c'est que j'ai peur, je vais avoir la voix qui tremble, je vais me concentrer, il y a une partie de mon cerveau qui va se concentrer pas sur le positif, mais sur ce que je risque si je recule. Au lieu de se dire, je vais offrir ma prestation, ma performance pour aller vers l'autre. C'est pour cela que je dis à nouveau que l'enjeu est très important, mais il faut travailler sur son mindset, pour utiliser un terme qui ne fait pas partie de mon bagage parce que je ne viens pas du développement personnel, mais que j'ai appris. Je l'ai mis dans mon vocabulaire, justement pour se donner les moyens d'avoir un petit peu de self-control par rapport à la gestuelle, par rapport aux émotions et surtout par rapport à l'esprit. Les trois doivent être alignés. Ça apporte des éléments de réponse. Et puis, de toute façon, dans tes cadeaux, on a bien compris que tu as la possibilité, enfin, en tout cas, Amélie, elle a la possibilité de te contacter pour avoir cet entretien avec toi. Absolument. Je voulais pas transformer mon cadeau dans, je veux dire, je voulais pas le proposer sous la forme appelez-moi, comme ça je vais vous expliquer ce que je pourrais faire pour vous. J'ai dit, je vais transformer ce verbe, voilà ce que je peux faire pour vous. Évidemment, ce n'est pas un travail, 1 heure, hein, qui fera la différence, mais ça va donner peut-être des miettes qui vont être utiles pour déjà être un petit peu plus en confiance ou avoir quelques pépites, je ne veux pas être prétentieuse, pour pouvoir affronter une certaine situation dans laquelle soit on peut avoir peur, soit on se dit, on se met la pression parce que voilà, là demain je dois motiver mon équipe, il faut la mobiliser parce que voilà, là il y aura plus d'énergie, donc il faut faire des choses qui vont bouleverser le système de l'équipe. Il faut que je fasse passer cette information. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi la posture? Où je dois regarder? C'est quoi le ton et les mots? Donc, cette heure, on va la prendre ensemble justement pour travailler sur un cas précis. Vous me dites, voilà le cas, voilà le public, parlez-moi de vous. Et grâce à ça, je vais vous donner quelques clés pour entamer peut-être le travail que vous arriverez à faire dans le futur, sans pression. C'est très intéressant et je pense que l'exercice que tu as donné peut être à être fait en amont de cet entretien, hein, quelque part, parce que tu parles de miettes, mais je pense que tu peux nommer vraiment le mot pépite, hein, parce que tu vois, Amélie dit merci, parce que Vanna, en fait, tes conseils, là, déjà, ils sont super. Je vais mettre en pratique, faire l'exercice et donc déjà, ça va me donner des éléments, parce que mine de rien, il n'y a rien à faire, on le sait, c'est dans la mise en action qu'on peut aussi progressivement construire quelque chose, hein, parce que c'est bien d'entendre des conseils, mais il faut le mettre en action. Donc, je pense, Amélie, bravo de ton intention, c'est tout à fait ça. Donc, alors, je continue parce que c'est toi. Alors, il y a matière, hein, donc, désolée, celles qui veulent nous quitter, il n'y a pas de souci, il y aura le replay. Hein, vous avez encore 7 jours, donc il n'y a pas de souci. Mais là, restez avec nous. On va prendre le temps pour répondre à toutes les questions. En tout cas, Vanna va prendre le temps. Rachel qui dit que la parole, c'est vraiment un art d'expression corporelle. Tu sais, parce que elle évoquait ça à des moments où je ne sais plus exactement à quel moment, c'était en feedback, si tu veux, de ce que tu disais. Et Sophie qui disait aussi, à un moment donné, tu en parlais, qu'elle aime se dire avant de dire, parce que tu en as parlé de ça. Oui. Voilà. Tout à fait. C'est nécessaire d'ailleurs pour vous donner une anecdote. Quand je rentrais de l'école et j'ai fait ça pendant tout le cursus des études, donc je veux dire même à 20 ans, je rentrais et petite fille, je proposais aux chaises du salon des leçons. Donc, je parlais toute seule pour traduire ça. Je parlais toute seule, je jouais tous les rôles. Hein. J'étais l'élève, j'étais la maîtresse, j'étais tout.
Et j'ai continué à faire ça. Déjà, je trouve que l'oral doit rester l'oral. Par exemple, pour vous dire, je n'ai jamais pu étudier à la bibliothèque. Je ne peux pas lire et ne pas répéter. Ça ne se fixe pas, ça ne se fige pas. Et en plus, je ne sais pas, face à une question sur le test que je suis en train de travailler, comment moi je vais proposer la chose. Donc, il y a déjà un travail que je faisais aussi face au miroir. Aujourd'hui, on a nos amis les téléphones pour dire non, ça ne va pas là, mais tu vois. Et puis, parce que dans notre société, on a peur du silence, alors que le silence est la meilleure note de notre musique. Ça sert justement à souligner la parole ou les mots que je viens de proposer. Rappelle-moi, Lydia, c'était quoi les remarques en particulier? C'était sur la gestuelle, l'implication du corps? Oui, alors Rachel disait que la parole, c'est un art d'expression corporelle. Oui. Voilà. Et je le souligne parce que avant de prendre la parole, vous verrez surtout les conférenciers, on fait pas mal d'exercices, bien évidemment liés à la voix, liés au souffle, mais aussi liés à la posture. Alors, je dis pas qu'on va courir le marathon avant, mais quelque chose de physique. Chaque personne choisit selon une certaine sensibilité personnelle. Mais moi aussi, par exemple, j'ai des exercices de routine qui me donnent la possibilité déjà de m'éloigner de l'énergie qui pourrait être mon ami parfois, mais parfois, on va dire, une présence perturbatrice pour justement mettre en place le corps. Pourquoi? Parce que le corps va souligner quelque chose qui est très important lorsqu'on a envie de gagner un charisme, donc de mieux positionner son leadership. Faites attention, lorsque quelqu'un parle, par exemple, parce qu'il a appris son discours par cœur. Sinon, comme moi je l'ai fait, j'écrivais des discours qui étaient destinés à être prononcés par des tierces personnes, peut-être des personnes qui ne prenaient même pas trop le temps de lire pour pouvoir, d'une certaine façon, comme au théâtre, réussir à l'interpréter. Pour l'interprétation, pour faire passer le message, pour donner de la force à nos mots, il faut travailler sur tout, parce que même lorsque, vous voyez là, je vous dis même, je change le ton et j'ai besoin d'appeler à moi beaucoup plus de souffle que si je disais, même si on prend la parole. Vous voyez la différence? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voyez quelqu'un qui vient de prendre la parole et qui ne transpire pas, c'est que c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Alors, merci beaucoup, Vanna. Alors, Amélie dit quand même que ce n'est pas des pépites que tu offres, c'est des lingots. Hein. Bon, tu peux commencer à préparer la valise pour mettre. Je suis contente, merci. Voilà. Alors, dans les questions, on y va, parce que du coup, ça se rallonge là. Il y en a d'autres qui mettent, donc Yes. on n'est pas prêt d'aller manger encore. Mais Lydia, c'est toi génial. qui vois, parce qu'on est là aussi d'ici 2 jours, donc voilà, et puis je peux répondre. Je te donne, et si tu veux, à la limite, après, tu réponds je te donne toutes les questions, il y en a 3 essentielles, enfin 4, il y en a, parce qu'il y en a une qui vient de se rajouter, mais du coup, tu peux répondre après, comme ça, tu peux moduler. Hein. Yes. Donc voilà, donc Sophie, après, si tu as besoin que je te le redise, tu me diras. Sophie, donc, elle pose la question de qu'est-ce qui fait qu'on est entendu mais pas écouté? Est-ce que c'est le choix des mots? Est-ce que c'est le ton? D'accord. Amélie qui dit finalement cette facilité de prise de parole, est-ce qu'elle est pas liée ou non à la confiance en soi? Rachel qui dit j'adore, alors c'est pas tout à fait une question, mais quand même j'ai entendu derrière une question. J'adore échanger verbalement, mais avec les gens, mais alors pas via les écrans. Cool. Tu peux répondre à la première? La première. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est entendu mais pas écouté? Est-ce que c'est le choix des mots ou le ton? Alors, tu as un petit peu parlé de la posture, tu as parlé de certaines choses qui peuvent répondre, mais si tu veux rajouter des choses. Alors, on va dans la subtilité des verbes là.
Et je vous demande vraiment de me dire si la façon d'interpréter, parce que vous savez, même quand on ouvre un dictionnaire, il n'y a pas qu'une signification. La première, il y en a plusieurs. Si je prends le mot sens, ben, ça peut être le sens dans quel sens? Sens la direction, par exemple. Le sens parmi les 5, par exemple, voire le 6e, ou le sens, la signification. Donc, c'est très important de trouver un plan de communion sur ce qu'on entend par. Entendre, se faire entendre et être écouté. À votre avis, c'est quoi la différence? On parle toujours de nos oreilles, on est d'accord? Donc là, c'est une voix, l'émetteur, qui prononce des mots. Je peux, d'une façon consciente ou pas consciente, ça dépend aussi des situations, parce que s'il me parle, on est dans le métro. Par contre, s'il me parle parce que je suis au restaurant face à face, vis-à-vis, c'est autre chose, malgré le bruit. Mais c'est vraiment la posture de l'autre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, d'où l'importance de savoir, c'est ce qu'on fait lors des conférences, où je vais parler, à quelle occasion je vais parler, à qui et dans quelles conditions. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'arrive, hein, même d'appeler ma meilleure copine qui me dit « Oui, Vanna, je suis contente de t'entendre, mais tu sais, je n'ai que 5 minutes à te donner. À votre avis, peu importe mon message, là, je serai entendue ou écoutée? Je serai tout simplement écoutée. C'est-à-dire, ce ne sont que ces deux oreilles, hein, elle ne peut pas s'empêcher d'entendre. Mais dans le fait d'entendre, il y a vraiment la prise en main, donc l'appareil auditif fait rentrer le message. Il y a, imaginez, l'élaboration du cerveau. Et être entendu, quand on dit à quelqu'un, oui, oui, ben, je t'ai entendu, ce n'est pas je sens, hein, c'est-à-dire écoute. Donc, ce ne sont pas tout simplement les oreilles qui ont capté le message, c'est le message qui a été capté par mes oreilles et qui a été entendu. Pourquoi? Parce qu'il a été élaboré par mon cerveau. Donc, la trace que le message laisse lorsqu'on est véritablement entendu, c'est quelque chose qui est plus solide, qui a un socle, une base plus solide. Parce qu'il y a eu, ça va pas prendre beaucoup de temps, ça dépend du message, mais il y a eu une élaboration de la part de l'écouteur. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas véritablement gérer parce que ça dépend de l'auditoire. S'il y a des enfants qui font du bruit autour, même si ma meilleure copine a un super message à me laisser entendre, et même si j'ai envie de lui donner mon temps, ma disponibilité, il y a quelque chose qui dérange. Donc, ce message n'a pas la possibilité d'être élaboré par mon cerveau comme il faudrait. C'est pour cela que même les conditions, hein, peu importe le message, à chaque fois qu'on se dit prendre la parole, on pense au contenu du message. Il y a tout le reste. Il y a vraiment tout le reste à mettre en place. Donc, la véritable différence, ce qui fait la différence, est la disposition, la prédisposition de l'écouteur. Donc, pour faire en sorte d'obtenir ce qu'on souhaite, c'est vraiment de chercher les conditions pour l'obtenir. Donc, d'où l'importance de savoir à qui on parle, quand on le fait, si cette personne est disponible à me prêter cette oreille pour permettre ensuite à son cerveau d'élaborer le message. Alors, je te coupe un tout petit peu parce que du coup, tu vois, il y a des réactions et je pense que les mots, comme tu as dit, ont des significations peut-être différentes selon les personnes aussi parce que là, Sophie dit, pour moi, entendre, c'est passif et écouter, c'est actif et engage à une action. Rachel qui dit l'entente possible s'il y a eu une écoute active par l'autre, ça sous-entendu la disponibilité de l'autre. Alors que toi, tu dis l'inverse, si j'ai bien compris. Mais finalement, c'est une question de qu'est-ce qu'on met derrière, parce que je pense qu'on parle même le même langage, même si on n'utilise peut-être pas tout à fait le même, voilà, tu vois? Oui, mais par exemple, pourquoi on se dit, toi, moi, on s'entend? Ce n'est pas parce qu'on s'écoute. C'est parce que justement, il y a quelque chose qui se passe au niveau Ouais, de la signification qu'on donne au message. c'est ça. Donc, je t'entends, mais on s'entend. Donc, il y a cette double signification, c'est-à-dire un ton, c'est le son, j'entends,
mais on s'entend. Vous voyez? Et c'est pour cela que, à un moment donné, je deviens terrible, hein. Bon, certains vont nous dire on coupe les cheveux en 4, mais mine de rien, c'est justement là-dessus que c'est essentiel et on le voit bien quand il y a des distorsions, quand il y a des interprétations, parce que Oui, justement, c'est là où les conflits naissent, ou en tout cas, on ne se sent pas entendu, parce qu'on n'a pas tous les rouages ou la compréhension de tout le exactement. fonctionnement finalement. Tout à fait. Tout à fait. Tu as la deuxième question que tu avais, Oui, voilà, du oui. coup, j'espère que je t'ai pas coupé Non, pas là-dessus. du tout. De toute façon, je pourrais faire, des Oui, dizaines ah, de bon, alors on continue. Donc, voilà, parce que du coup, ça se rallonge. Il y a d'autres choses qui se rajoutent là. Tu vois, tu as voulu, c'est à toi tu de l'as, voir, hein. hein, si on a le temps, si voilà, c'est à toi de voir. Oui, non, non, mais je blague, hein, parce que moi, j'aime beaucoup la connexion aussi, vous le savez. Donc, je ne serai pas là d'ailleurs. Cette facilité de prise de parole, donc Amélie dit, est liée, enfin, elle pose la question, mais enfin, c'est sous-entendu, est liée à la confiance en soi. Oui. Pourquoi au début de mon intervention, je vous ai parlé de la méthode Montessori? Pour vous dire que déjà quand j'avais 4 ans, je commençais à, m'adresser aux autres avec peut-être un langage différent d'un bébé. À la crèche, à la maison, je jouais tout simplement et j'avais cette liberté inouïe, aujourd'hui je me rends compte, de faire les choses, de pouvoir les refaire, de pouvoir les défaire à ma guise, de prendre mon temps. Il y avait personne, même pas ma sœur, qui était petite fille comme moi, qui venait me dire non, c'est pas comme ça. Je vais vous dire une chose. J'aime beaucoup dessiner. Quand j'étais petite, j'ai commencé à dessiner très très tôt. Et malgré le fait d'avoir eu la chance de grandir à la campagne, donc j'avais une super maison avec un super jardin, je voyais très très bien la couleur des fleurs. Mais lorsque j'étais moi toute seule face à ma feuille de papier, les fleurs avaient une tige verte avec les pétales verts. Et je savais pertinemment qu'il y avait toute une palette de couleurs. Personne n'est venu juste une fois, vu que je souffre et je souffrais depuis l'enfance de strabisme. Ma mère, une seule fois, m'a posé la question, est-ce que tu vois bien les couleurs? Parce que j'avais ce défaut optique. Mais personne ne m'a dit, écoute, tu vois pas là? C'est du rouge, c'est du violet, c'est du rose, c'est du blanc. Pourquoi? Il n'y a pas des fleurs qui sont vertes, qui ont des pétales verts. Et pourquoi? Parce que je me racontais des histoires et j'avais la liberté de me raconter les histoires. Je me disais que dans l'arc-en-ciel, il y avait 7 couleurs, il y avait le vert, et lui, il passait au-dessus des fleurs pour laisser couler ça. Et puisque le vert, apparemment, il coulait pas suffisamment, c'est moi qui mettais du vert dans mes dessins. Voilà. Et l'importance, par exemple, de développer l'imagination est plus importante de dire à quelqu'un, mais ça n'existe pas, donc de le corriger. D'où le fait, sans doute, et je parle à nouveau de moi, d'avoir pu développer une certaine confiance en moi. Et la confiance est la base. Pourquoi? Parce que si on dit confiance, on peut après arriver à d'autres niveaux, on peut parler d'estime, on peut dire confiance aussi dans l'image, parce qu'on a vu tout à l'heure, on dit quand on prend la parole, on est avant tout vu. Après, il y a le message. J'ouvre ma bouche, je délivre mon message, et après, on sera entendu. Et croyez-moi, votre façon de vous habiller, votre façon de vous maquiller, vos accessoires ou la présence ou l'absence, tout ça fait que ça va nourrir votre confiance et ça va faire passer des messages. Si on ne travaille pas la confiance en soi, on peut arriver à prendre la parole. Je peux vous dire ça parce que ça m'est arrivé dans ma carrière de faire face à des personnes qui n'avaient pas de soucis au niveau vocabulaire, qui avaient une belle culture, donc qui maîtrisaient encore, je dirais, très bien la langue française. Donc, par rapport à tout cela, je n'avais rien à expliquer. Mais je me disais, mais tu vois, tes mains, elles sont moites. Ta voix, à un moment donné, elle est en train de me dire pourquoi je suis là, j'ai envie de tourner les talons ou de m'enfuir.
C'est ça. Et Ouais. c'est pour cela qu'il faut travailler la confiance en soi. Mais on l'a entendu au cours de ce défi, combien de fois le mot confiance en soi. Et par moment, moi, je ne viens pas du développement personnel. Je me dis, je vous propose cette question. Oui, d'accord, ok. Alors, hier, j'ai commencé à creuser, mais aujourd'hui, je dois prendre la parole. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, est-ce que j'ai bien travaillé? C'est quoi cette confiance? La manifestation de la confiance, déjà, vous l'avez vis-à-vis de vous-même. Hein? La première fois où j'ai décidé de sortir dans la rue sans être maquillée, c'était une question de confiance en soi. Pourquoi? Parce que j'ai dit, ah, franchement, je suis belle. Et peu importe, à ce moment-là, la confiance en moi fait que, même si je ne suis pas belle aux yeux des passants des rues de Paris, on s'en fiche, ça ne va pas, c'est comme la pluie. Je peux le comprendre, mais ça ne va pas attaquer quelque chose parce que ma confiance, je ne dirais pas que je l'ai, parce que c'est quelque chose qui est toujours en construction et ça dépend aussi des expériences de la vie, du vécu. Mais j'ai eu la chance depuis l'enfance d'avoir affaire à des parents qui ne l'avaient pas et qui se sont unis, mis à deux, pour me laisser cette plage, même pour pouvoir la développer. Et la confiance en moi, comment j'arrive à la trouver quand je suis en difficulté? Quand je suis dans une journée non, par exemple. Je vais vous dire une chose. On a entendu tout au long de la semaine que la confiance en soi, il faut la surmonter les peurs pour voilà, booster sa confiance. Il faut traverser les peurs. Moi, pour avoir confiance en moi, je pense à une seule chose qui est déterminante. Plutôt de me concentrer sur est-ce que je serai à l'auteur? Est-ce que je ne serai pas ridicule? Oh, mince, et si je vais avoir un trou de mémoire, je m'en fiche. Pourquoi? Parce que je ne m'accroche pas à ce qui pourrait miner mon mental. Je m'accroche à ce qui me motive. Je me dis, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu dois faire ça? Et quand, je vous parle de mon expérience à moi, quand vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre équipe, pardonnez-moi, je suis un petit peu émue, qui est au bout, qui risque le burn-out pour rester gentil, voire d'ouvrir la fenêtre de CGT, vous dites, j'ai la responsabilité de faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Et je m'accroche à l'intention qu'il y a derrière. Parfois, c'est juste de la rage, mais c'est une rage qui aide, qui propulse. Je ne suis pas maman, donc je ne peux pas dire, mais j'ai entendu, même en tant que fille, ma mère, mon père, dire pour mes filles, je ferai tout. J'ai perdu quelqu'un de très important dans ma vie et à ce moment-là, même en tant que croyante, je disais, Dieu, prends-moi. Et c'était vraiment quelque chose qui est terrible. Aujourd'hui, je dis, mais mince, j'ai encore quelques années à vivre. Mais c'était tellement fort, vous voyez? Et la confiance en soi, je vous parle, c'est mon expérience à moi, mais c'est aussi ce que j'invite les autres à faire, c'est de dire ce que L'Oréal dit, je le vaux bien. Et ce que je disais tout à l'heure, se défaire de cette envie, cette nécessité. La confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on construit pendant l'état adulte avec des briques. Ça vient de l'enfance. Si on ne l'a pas, il faut pouvoir rendre solide ce qu'on a déjà. Vous voyez, se concentrer pas sur ce qui me manque, mais sur ce que j'ai. Donc, je travaille sur quelques briques. Le puzzle n'est pas complet, because mon histoire, d'accord, de vie, mon vécu, mais je vais travailler sur quelque chose. Et ce sont quoi ces briques que je vais mettre de côté? Ben, c'est tout ce qui m'amène à dire, il faut que je fasse ça. Pas parce que c'est une injonction, mais il faut que je le fasse parce que j'ai la joie de le faire. Alors, par exemple, dans la joie, on peut se dire, il y a l'anniversaire de ma maman, j'ai envie de prendre le temps pour choisir bien le cadeau, d'écrire un billet avec certains mots, vous voyez? Donc, je ne dis pas, et si elle ne va pas aimer le cadeau, ben mince, demain, je vais le trouver sur eBay et elle ne va pas aimer. Non, je ne m'accroche pas à tout ça. La confiance en soi, c'est vraiment se donner la possibilité de, et je vais le dire d'une façon explicite, se mettre en péril. Si vous n'aimez pas
l'idée de vous mettre en péril, c'est que vous ne demandez pas à vous-même de vous dépasser. Et quand on se dit reste toi-même, moi je m'insurge contre cette expression parce que je me dis mais non, améliore-toi. Si vous dites à un con reste toi-même, bah, qu'est-ce qu'on va faire dans cette société, non? Non, 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 non. Dépasse-toi, dépasse tes limites. Et tes limites, comme on l'a vu pendant toute la semaine, Lydia, il y a des step by step, de petites étapes. C'est ça. Parce que si je vois que l'échelle est à 3 mètres de hauteur, franchement, hein, et c'est comme ça. Moi, par exemple, pour construire la confiance en moi, je me suis mise en danger. Parce que je me disais, tu sais, Vanna, mais qu'est-ce que tu vas penser de toi si tu arrives à faire ça? Eh bien, on vous dit, saute à l'élastique, saut en parachute. Ben, vous savez que vous allez vous mettre en danger. Mais une fois que vous aurez touché à nouveau le sol, on s'est dit, ben, ouais, je vais le refaire tout de suite. Ouais, tu donnes vraiment des pépites et des lingots, et je pense que tu résumes vraiment bien aussi tout ce qu'on a dit cette semaine, que effectivement le mot défi, c'est ça, hein, c'est pas la compétition envers les uns envers les autres, on s'en fiche. C'est vraiment une espèce de petite compétition envers soi-même, mais j'aime pas ce mot-là, moi, hein, j'ai jamais aimé ce mot-là. Mais c'est effectivement cette mise en danger, cette mise en péril. Mais pourquoi? Parce que votre vie, elle le vaut bien, parce que vous avez une valeur, vous êtes précieux. Et que la vie, d'ailleurs, de manière générale, elle est merveilleuse, et qu'en fait, parfois, on s'imagine le pire, alors que peut-être le meilleur reste à devenir, et déjà là, en fait, hein, c'est exactement ce qu'on dit depuis le début de la semaine. Merci avec tous tes exemples qui montrent que ça se construit, oui. Alors, il y a aussi d'autres questions, mais j'arrive pas à décrypter totalement, notamment Virginie, si tu veux bien, c'était toujours là, renommer ta question, parce que j'ai pas bien saisi, parce qu'elle dit qu'elle est en train de perdre ses moyens, en fait, complètement par rapport à une situation professionnelle. Et tu n'hésites pas, parce que de toute façon, voilà, on aura la question après. Et par contre, je trouve ça intéressant que je te livre la réponse, les réponses à la question que tu avais posée. Oui. De s'imaginer, justement, hein, dans ce devenir, si on s'emparait de cette prise de parole, si on avait cette capacité de prendre la parole, comment ça ferait dans nos vies? Donc Sophie, elle a dit, j'incarnerai mes missions de vie, professionnelles et privées, dans la joie, tu as parlé de la joie, et le voyage. Amélie qui a dit, je pourrais être à ma place sans douter, et m'en servir comme une arme, donc elle a bien retenu le mot, pour toujours avancer et rencontrer les bonnes personnes. Alors, il y a eu d'autres choses depuis que je n'ai peut-être pas lues, mais en fait, ça va dans cet esprit-là, hein, parce que du coup, tu as encore aussi… Alors, tu as des remerciements. Hein. Merci, Vanna, je pourrais t'écouter et t'entendre des heures, dit Julie. Voilà. À la limite, on peut faire 1 heure. Hein. Vous profitez du cadeau, c'est ça. Vous me soumettez la situation. Voilà, je pense que c'est l'invitation que j'avais à leur faire, mais tu vas le faire. Oui. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est sûr. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de quelque chose qui est concret, on se dit, mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, évidemment, il y a des personnes qui vont vous dire, jette-toi à l'eau, dans l'improvisation. Mais s'il y a vraiment un enjeu, par exemple, voilà, l'entretien d'embauche, ben, je veux obtenir ce poste, ou encore l'augmentation, ou encore la réunion, ou encore, je sais pas, vous avez besoin de lever des fonds, je sais pas. Les occasions, dans tous les cas, de la vie perso et professionnelle sont très, très nombreuses. Lorsqu'on se focalise, vous en choisissez une, et on va travailler sur vos axes. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont très mal à l'aise parce qu'il y a, d'une façon intime, le reproche. J'ai pas fait des études, Vanna. Ah, j'aimerais bien. Écoutez, vous êtes en train d'entendre parler de la parole quelqu'un qui a étudié le français comme langue étrangère. Je suis pas suisse, je suis pas belge, je suis pas luxembourgeoise, je suis pas, je sais pas, tunisienne ou québécoise. Donc, j'ai étudié le français et après j'ai étudié le chinois, hein, pour vous dire que tout est une langue étrangère. Je suis arrivée en France en me disant, c'est normal que je puisse avoir envie de travailler à la radio.
Et après, on m'a dit, mais t'es pas française de langue maternelle, mais mes messages à faire passer, vous les mettez où? C'est génial, c'est super. Vous voyez là, la confiance, selon le point de vue, ça frôle la prétention. Il faut se dire ça. Mais pour qui elle se prend? Ben, cette façon de développer les choses est venue parce que à un moment donné, j'ai eu des barrages. Il y a des personnes, je vous livre ça. J'étais en entretien d'embauche. Peut-être ça va parler à quelqu'un qui a vécu cette expérience. Poignée de main, donc on s'assoit. Je dis bonjour, merci de m'avoir accueilli. Donc j'étais dans la politesse, voilà, et j'étais là. Et la première chose que cette personne, bac plus 32, m'a dit, ou 42 à peu près, m'a dit, dites donc, il cherchait mon nom, mon prénom, parce que il avait même pas lu mon CV, mais c'est pas grave. Vous n'avez jamais essayé de perdre votre accent? Parce que là, vous postulez pour une place en communication. On a des collaborateurs, des clients qui viennent à droite, à gauche, voilà. Et là, j'étais pas prête parce que j'aurais jamais pensé d'avoir à répondre. C'est quand on vous dit, ça te dit pas de devenir blonde, ça mine votre identité. Alors là, pour revenir à Amélie, la confiance en soi. Alors, plutôt de dire oui, j'essaie de le corriger, cet accent, je dis mais je pourrais plus me regarder dans la glace, pardon, si j'avais à le perdre. C'est tout mon charme. Alors, c'est pas bien de dire ça de soi-même si vous voulez, mais face à quelque chose que j'arrivais pas à comprendre s'il s'agissait d'une provocation, justement, parce que l'entretien d'embauche, il y a aussi des questions un petit peu provocatoires, ou si c'était vraiment le fond de sa pensée, mais la plus vraie. Quand les enfants, quand ils disent les choses sans tact et sans diplomatie, tout simplement parce que c'est leur ressenti, leur pensée. Et en sortant, je me suis rendu compte que ça m'avait affectée. Parce que j'ai dit, mais mince, Vanna, alors tu arrives avec l'ouverture des possibles, n'est-ce pas, Lydia? Et là, ça commence à devenir comme ça. Et alors, où est-ce que je trouve ma place? Parce que, en effet, la chose la plus blessante, même quand on a une certaine aisance, c'est de constater que tout ce que vous pensez être une qualité ne sera pas, dans certains contextes ou dans certaines situations, considéré comme quelque chose de vertueux. Hein? Comme dire la vérité. On dit aux enfants, c'est bien de dire la vérité, sauf que on le sait, hein, quand on a l'âge, voilà, des adultes, se retient. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il ne faut pas dire la vérité. Et lorsqu'on se passionne vraiment par rapport à la prise de parole, on aime les mots et les langues, on se dit, c'est quelque chose que j'ai appris lors de mes études, j'ai fait Sciences Po, et mon prof me disait, Vanna, tu es ambassadrice demain, tu dois aller taper à la porte de ton voisin et lui dire que tu amènes une déclaration de guerre. Comment tu vas lui proposer cette information? Donc, c'est pour cela que je vous dis que prendre la liberté de dire, mais faire attention, et c'est là tout le travail de l'art oratoire, faire attention à la façon, au ton, à la gestuelle, au corps, pour propulser le vrai message et pour le proposer. Hein. C'est pas l'imposer. Même vis-à-vis des enfants, dans la méthode Montessori, on ne dit pas aux enfants, je sais pas, David, n'écris pas s'il te plaît, en criant. Parce qu'on dit, David, ne crie pas s'il te plaît. Dans la méthode Montessori, par exemple, mes parents baissaient le ton. Voilà, ils disaient, ok. Maintenant, Vanna, c'est fini? On parle. Vous voyez, ce sont des choses qui arrivent, mais grâce à un véritable entraînement. Pour moi, ça a été un entraînement. Je vous dis ça parce que je voulais m'entraîner, c'est-à-dire ça a été mon axe de développement.
Mais même quelqu'un qui n'a pas besoin au quotidien d'utiliser la parole, sachez que dans la vie personnelle et professionnelle, de toute façon, comment vous dire, j'ai constaté la joie que je peux avoir lorsque, sans arriver à la manipulation, hein, c'est pour cela que l'éloquence et la rhétorique ont mauvaise presse aujourd'hui, parce qu'on se dit, tu es en train de me manipuler, tu veux quoi? Tu me veux vendre quelque chose, toi? Non, la barrière. Donc, on n'est plus dans le dialogue. Non, sans arriver à la manipulation. D'ailleurs, si on travaille sur la parole, on va aussi capter ce que les autres, l'intention de l'autre. Donc, quand on reste à l'écoute, on capte si l'autre. Je sais, j'ai pratiqué ça avant toi, moi, ma chère. Donc, c'est très important de se dire, je suis légitime à dire quelque chose. Je vais vraiment dans la recherche du mot juste, subtil, raffiné, voire sophistiqué pour l'exprimer, et je vais le proposer avec tout ce qui fait la prise de parole. Donc, je reviens au corps, aux émotions, la voix, le ton, etc., pour que l'autre puisse considérer que ma parole est digne d'être écoutée. Tout un programme. Ça, oui. C'est tout un programme. Oui, oh là là. On t'écouterait des heures. Et d'ailleurs, Amélie aussi, elle dit que ton accent est si beau. Garde-le précieusement. Parce qu'on te reconnaît même sans te voir. Effectivement, je confirme, Amélie. Et c'est garder son unicité, hein, c'est exactement ce que tu disais. C'est son identification, enfin son identité personnelle est profonde. Et je pense qu'il y a vraiment il y a cet enjeu-là, je pense, dans la prise de parole. Voilà, je pense que donc je pourrais aussi, comme toi, raconter des tas de choses là-dessus, parce que moi, il y a encore quelques temps, je n'aurais pas pu être à cette place. Il y a une histoire de quand même de construction globale en fait et d'assurance de oui, j'accepte d'être la personne que je suis, même imparfaitement, et j'accepte de pouvoir dire ma parole, d'exprimer qui je suis avec ses imperfections, avec mon message, mais j'arrête de me censurer parce que moi, c'est ça qui me tient, parce que tu as dit les rêves, de bien les avoir devant, j'ai bien compris, et je pense que c'est ça qui nous tire, hein, toutes tes expériences que tu as exprimées aussi, c'est ça qui te donne la niaque, qui te donne la rage, qui te donne envie effectivement de dépasser même tous ces freins, même sociétaux, qui effectivement des fois nous engluent. Donc c'est ça qu'on s'est donné un peu dans ce défi, c'est un gros coup de boost, mais en même temps un gros coup d'espérance, parce que oui, c'est possible. Moi je le dis de mon côté, mais je pense que vous n'avez pas entendu que de mon côté, vous l'avez entendu de 11 autres femmes, et je suis sûre parmi les participantes, il y en a aussi plein qui sont sur des chemins, voilà, j'en connais certaines là qui étaient là aujourd'hui, et donc du coup, voilà, c'est un merci réciproque, tu vois, il y a un merci encore, merci pour ce super moment de partage. Il y en a qui écouteront en replay, qui ont dit, parce que du coup, comme voilà, ça fait un petit peu long, mais c'est pas le problème de la longueur, c'est le problème qu'elles ont d'autres choses à faire, et c'est pas là le problème de la qualité surtout, tu entends bien, hein, d'accord. Donc est-ce que tu es d'accord qu'on conclue là-dessus? Tout à fait. Tu veux terminer, dire un mot, parce qu'après, tu pourras regarder tout aussi, hein, Vanna. Exactement. Je vais le faire. Je vous demanderai encore une fois de dépasser certaines limites pour décrocher le téléphone, m'appeler ou me laisser un message pour pouvoir profiter vraiment de ce travail qu'on va faire ensemble. Je vous ai dit, j'ai envie d'être votre allié, donc face à quelque chose de concret, je vais être là pour vous accompagner. Je remercie voilà, c'est comme le vin, hein, il y a un moment de décantation. Non, parce que franchement, j'aurais été très, très triste de parler de la parole. Certes, j'ai pris le temps de faire mon speech, si vous voulez, mais c'est toujours, moi je me dis, enfin, vous savez ce que je pense? C'est comme lorsqu'on est invité à un pyjama party. Je me dis, on est entre nous. Donc, on s'en fiche si t'es grosse, si t'es mince, si t'es belge, si t'es italienne. On s'en fiche, on est entre nous. Et c'est pour cela que je vous dis à nouveau, de mon point de vue, il y a la liberté d'utiliser de m'octroyer vraiment la possibilité de parler, alors que de l'autre côté, je vois qu'il y a vraiment la parole inhibée.
vous avez surmonté ça. Je vous en Ouais. remercie. Je vais répondre les messages pour pouvoir répondre. Dans tous les cas, on aura aussi l'occasion peut-être le 2. Et là, je vais me... Oui. Merci. Oui, bravo de ne pas vous être auto-censuré et bridé. Amélie, c'est ce qu'elle disait par moment, on est un peu trop là-dedans. Donc, je pense que tu as débridé les choses là. Donc, bravo à toi, Vanna, vraiment. Donc, maintenant, c'est à moi de terminer. Alors, moi, je vais vous avouer un truc, j'aime pas les au revoir, encore moins les adieux. Voilà, donc je ne ferai pas d'explication là-dessus, c'est comme ça. Et comme je savais que j'allais terminer avec Vanna, Vanna m'a lancé la perche. Comment tu vas te débrouiller pour terminer, pour dire au revoir? Je lui dis là, je suis bien embêtée. Alors, vous savez quoi? Comme en fait, c'est pas un vrai au revoir en quelque sorte, puisqu'il y a une possibilité de se dire cet au revoir dimanche, c'est ma roue de secours, tu vois? Non, 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 j'ai préparé quelque chose quand même et je ferai silence après. Et c'est vrai. C'est-à-dire que je vous laisserai là-dessus. Et Vanna, qui m'a briefé, parce que je lui ai demandé son conseil, m'a dit OK, c'est bien. Et j'ai bien pris note des silences. Je vous conseille de vraiment de continuer de la prise de parole, la prise, de prendre votre place, mais aussi de faire des silences pour dire aussi qui vous êtes, tout simplement. Alors, voici le petit texte que je vais vous lire pour mon au revoir et je vous laisserai aller sur votre chemin. Soyez ces belles femmes rayonnantes et puissantes euh, en étant vous-même, mais en devenir, comme a dit Vanna, en risquant aussi, en osant. Voilà mon texte que je vous livre. C'est Le train de la vie, vous connaissez peut-être, de Jean d'Ormesson. C'est un texte qui m'émeut à chaque fois que je le lis parce que je me sens encore plus en connexion avec les personnes, bien sûr, qui écoutent et qui vont peut-être ensuite écouter en replay, enfin avec vous toutes, même si on n'a pas toujours correspondu, je ne connais pas tout le monde, et loin s'en faut, mais ce n'est pas un manque de mauvaises intentions, bien au contraire, donc c'est pour vous rejoindre aussi, pour terminer ce défi ensemble. Le train de la vie. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train et nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. Ils seront importants, notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même l'amour de notre vie, et laisseront un vide, plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, plein de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc, vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous devrions ne laisser que des beaux souvenirs à ceux qui continuent le voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être l'un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Je suis contente pour ma part. Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte ou qui l'écoutera que je vous remercie d'être dans ma vie et de voyager dans mon train. Alors on se dit au revoir.